Alors comme ça, l'ordinateur quantique serait bientôt une réalité. En tout cas, tous les mois, Microsoft, Google ou IBM nous annoncent une nouvelle avancée majeure. Même s'il faut se l'avouer, personne n'y comprend rien. Pourtant, tout le monde s'excite parce que ça permettrait à n'importe qui de lire vos emails, de déchiffrer vos mots de passe ou encore de voler tous vos bitcoins. Bref, ce serait la fin d'Internet tel qu'on le connaît. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Dans cet épisode, je reçois Mélissa Rossi, qui est une experte en cryptographie et qui a la chance de travailler sur un sujet incroyable qui s'appelle la cryptographie post-quantique. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes, les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mélissa, comment tu vas ? Salut, ça va et toi? Eh ben, ça va très bien, écoute, je suis très content de t'avoir sur Tronche de Tech. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais parler un peu de ce dont on va parler dans l'épisode, mais avant, pour commencer, je te donne un petit exercice, ça serait de te présenter en 3 phrases. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mélissa, je suis cryptologue depuis 7 ans maintenant. Je suis quelqu'un de très enthousiasmé, par la recherche, et par l'aspect un petit peu logique et challenge, de la cryptographie, que j'espère qu'on va aborder un petit peu. Après il y aura pas forcément d'anecdotes croustillantes de dev parce que, Ah, je suis plutôt du côté papier crayon, quoi. OK. Non, mais trop cool, bah, effectivement, donc comme tu l'as dit, on va parler, pas mal de cryptographie, heu, de un peu je crois que c'est ta spécialité aussi, de parler de cryptographie post-quantique. Donc on a beaucoup Ouais. parlé, surtout là les derniers mois, d'ordinateurs quantiques, de l'impact que ça allait avoir sur internet, sur les cryptomonnaies, sur plein de choses. Donc on va un peu parler de tout ça. Mais du coup, ma première question, c'est sur ton métier. Tu as dit que tu es cryptologue. Qu'est-ce que c'est, cryptologue? Alors la cryptologie, du coup, c'est le nom de la science. C'est une science, du codage et du décodage, des codes secrets. C'est des algorithmes. Il y en a partout autour de nous, dans tout ce qui est, objets, connectés, internet, les téléphones, tout ce qui est montres connectées, les cartes bancaires. Même, en fait, ça permet d'avoir de la confidentialité et de l'authentification. Donc ça permet aussi, ça c'est aussi dans les documents d'identité, dans, les passeports, tout ça. Il y en a aussi dans internet. Quand on a le petit, logo avec le cadenas, en haut, donc c'est des protocoles internet qui, protègent un petit peu, nos données. Et il y en a aussi, dans les gros systèmes, dans tous les gros systèmes comme les avions, les satellites, tout ça. Et donc les cryptologues, ils prennent ces algorithmes et ils ouvrent les boîtes pour essayer de comprendre, comment leur sécurité fonctionne. Et donc moi, voilà, j'essaye de les attaquer, dans différents modèles. Parfois on malmène les algorithmes un petit peu pour comprendre comment ils réagissent. Et donc voilà, la cryptologie, en fait, il y a deux axes. Il y a la cryptographie qui est concevoir les algorithmes et la cryptanalyse qui est analyser, les algorithmes. Et donc j'ai l'impression que les 2 vont ensemble. On peut pas concevoir sans attaquer et attaquer sans concevoir. Donc moi, voilà, je fais un petit peu les 2. OK. Et donc oui, voilà. Non, mais trop chouette. Et j'allais te demander justement la différence entre cryptologue et cryptographe. Et du coup, c'est très clair. Ah, Tu as déjà répondu. tous les Et cryptographes sont cryptologues. ouais, Et ouais. les cryptographes, c'est ceux qui font exclusivement de la conception. Mais c'est assez rare, on fait on regarde en général tous les aspects. OK. Et donc c'est ton métier, mais qui, je veux dire, tu travailles pour qui là-dedans? Parce que ça fait très, tu vois, ça fait très recherche, ça fait très, mathématique. Mmh. Du coup, ça ouvre les portes de quel métier? Est-ce que c'est dans l'industrie? Est-ce que c'est, pour l'État? Ouais, il y a plein de choses en fait. Donc moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez, matheux, logique. Bon, il y a toujours plus matheux que soi, mais je suis quand même, plutôt du côté des gens qui sont un peu à l'aise avec les maths et la logique. J'ai fini en thèse sur le sujet. Heu et hem et donc après, moi, j'ai travaillé, pour l'ANSSI, qui est, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité en matière de cyberdéfense.
Et donc j'ai travaillé pendant 7 ans, enfin pendant ma thèse plus 5 ans. Et donc là-bas, en fait, ils font de la cyberdéfense. Donc ils ont deux équipes en gros. Ceux qui font de la protection un petit peu curative, c'est quand il y a des attaques, des cyberattaques, et que là, dans ce cas-là, il faut intervenir tout de suite, faire des opérations de cyberdéfense. Donc ils ont une équipe de cyberpompiers qui permettent voilà d'intervenir. Et à côté de ça, ils ont une protection un peu plus en anticipation, où là il y a plus de la recherche, essayer de publier des recommandations, voilà, faire toutes sortes de recherches en amont. Donc moi j'étais plutôt là-dedans, mais après voilà, comme les cryptologues, il y en a bah, dans beaucoup de dans beaucoup de boîtes privées et aussi beaucoup en recherche. C'est quand même assez lié les deux. Parce que concrètement, tu as une partie du métier qui va être aussi du consulting, c'est-à-dire tu vas aller voir des boîtes pour vérifier si leurs données sont bien protégées, en fait, ce genre de choses? Oui, il y a ça. Alors du coup, à l'ANSSI, j'avais effectivement des missions un petit peu de conseil pour soit analyser en amont de la conception d'un système très sécurisé, essayer de les aider à concevoir le protocole, et en aval, une fois qu'un produit est terminé, de valider s'ils sont à l'état de l'art en termes de cryptographie. OK. Et ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, j'ai quitté l'ANSSI en début de cette année-là, donc début 2025, pour une petite boîte privée qui s'appelle Crypto Expert, qui justement fait ça aussi, fait du conseil pour les boîtes, euh, OK. des boîtes de n'importe quelle boîte, différentes missions de conseil. Et donc c'est ça aussi, ça va être un petit peu différent dans le sens où l'ANSSI, c'était beaucoup pour des systèmes très sécurisés, systèmes de l'État, militaires, tout ce genre de choses. Et là, je vais être plus sur des missions plus civiles, je pense. Mais comme je viens d'arriver, c'est très Bien vite. sûr. Et là, j'ai 2 questions qui me viennent. Déjà, je vais essayer de les faire dans l'ordre. La première, Ouais. c'est, donc les 2 vont être liés. Les algorithmes de cryptographie. Donc aujourd'hui, est-ce que tu les tries par ordre, enfin par niveau de sécurité en fait? Parce que tu parlais de les attaquer, mais tu vois l'impression qu'on a, c'est en fait s'il est attaquable, s'il y a une faille, c'est qu'il est pas sécurisé. Enfin, on a l'impression que c'est 0 ou 1 de mon côté. Est-ce qu'il y a en fait En fait, non, des ouais, c'est pas si binaire que ça. Quand on attaque, faut toujours définir le modèle de l'attaquant. Donc on va dire l'attaquant, il a droit de faire ça, il a le droit de faire ça, et son objectif c'est de faire ça. Et selon ce qu'il a le droit de faire, l'attaquant, il va plus ou moins y arriver. Et donc pour dire si un système est sécurisé ou non, il faut bien définir dans quel modèle. Et donc c'est toute la ouais. finesse de Et tu de as des notions, l'analyse. par exemple, de quelle est la capacité de calcul de l'attaquant? Un truc très bête, j'imagine qu'avec une Oui, alors capacité de là, il y a calcul infinie, ouais. toujours une limitation en capacité de calcul, mais par exemple, ce que je regardais aussi un petit peu dans ma thèse, c'est si jamais l'attaquant a accès à un produit physique qui exécute l'algorithme. Donc, par exemple, Ah, une OK. carte à puce. Mmh. Et donc là, on peut, par exemple, mesurer la température de la carte, on peut mesurer la consommation de courant de cette carte. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce genre de paramètres physiques qui n'ont a priori rien à voir, bah, ils sont corrélés à la clé secrète. Et donc, on peut faire des attaques en utilisant ça. Et donc, si on peut faire des attaques, bah, il faut faire aussi des contre-mesures algorithmiques pour se protéger contre ça. OK, donc tu peux te permettre d'utiliser certains algos si tu sais que l'attaquant ne doit jamais avoir accès physiquement au matériel. Ça va pas être les mêmes algorithmes que si tu dis: «Ah oui, en fait, il y a quelqu'un qui peut mesurer et rétro-engineer le Oui, truc», ou un truc. oui. Et alors ça, c'est un exemple précis, mais il y a toutes sortes de cadres, en fait, d'utilisation. OK, OK, Donc, très cool. si on l'utilise plein de fois avec la même clé, ou si on lui met dans quel protocole on le met, etc., quoi. D'accord, donc toi, quand tu fais une analyse de ça, il faut vraiment que tu prennes en compte un peu tous les paramètres du type, comment va être utilisé cet algorithme, sur quel Oui. matériel il va aller. Enfin, c'est assez large. C'est pas juste mathématique, en fait, tout ça. Enfin, Oui, ouais. Bah, en général, c'est les 2. C'est ça, c'est ce qui est ouais, compliqué. S'il a accès à ce type d'usage, il va avoir accès à cette petite chose, mais est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ça peut finir une attaque? Et en général, à la fin, il y a toujours des maths pour oui, retrouver vraiment ouais, un chemin d'attaque complet, quoi. complexité. Et ce que je voulais te dire, tu me parlais du coup de, voilà, tu parlais de définir des protocoles pour des entreprises. Quand tu parlais de protocoles, c'est plus large que juste l'algorithme de cryptographie? Parce que ma question, là Oui, où je en veux en venir. général, oui, on a les briques, les primitives cryptographiques qui sont signature, chiffrement. Il peut y en avoir d'autres, par exemple fonction de hachage, des choses comme ça. Et après, on peut les combiner ensemble pour faire des choses un peu plus élaborées, ce qu'on appelle des protocoles. Mais là, c'est vraiment un mot générique pour dire quelque chose qui utilise des boîtes cryptographiques, quoi. Et les primitives,
les boîtes dans le privé, elles en développent des nouvelles ou elles utilisent que des choses qui sont sur l'étagère, qui sont suffisamment robustes et suffisamment, comment dire, Ah bah, éprouvées? ça dépend. OK. Ça dépend vraiment, de chaque chose. Alors, du coup, si on utilise des choses bien connues et bien éprouvées, bah, c'est sûr qu'on a une meilleure confiance dans la sécurité. Mais après, rien n'empêche de faire des choses innovantes, adaptées à des besoins précis et dans ce cas-là, nous, en général, on intervient sur ce genre sur la deuxième partie. Quand il y a des choses un peu innovantes, un peu, nouvelles, on intervient là. Si c'était des choses, des librairies déjà, qui sont déjà éprouvées, on a moins de choses à dire, quoi. OK. Donc on va parler de plein de sujets. On va peut-être aussi revenir un petit peu sur l'histoire de la cryptographie parce que c'est intéressant parce qu'on a l'impression aujourd'hui ça fait vraiment partie de notre quotidien, même si on s'en rend pas Mmh. toujours compte. Ça n'a pas été le Ouais. cas. Je pense même il y a pas si longtemps, hein, il y a 30 ans en fait, il y avait des algorithmes qui, je sais plus enfin, je crois que c'est DES qui est un algorithme qui est pas sécurisé, je crois, enfin qui est vraiment Mmh. qui pendant un moment, enfin bref, il y a eu des histoires, j'avais lu un petit peu sur le gouvernement américain qui pendant un moment interdisait la cryptographie aux particuliers et tout, c'est hyper intéressant. Donc Ah je ouais. voulais qu'on revienne un peu, enfin qu'on fasse un petit peu un saut en arrière et pour ça, je crois Mmh. que tu avais une anecdote pour moi, donc je vais te demander c'est quoi l'expérience la plus what the fuck de ta carrière? Ah oui. Ouais, donc bah, c'est quand je travaillais à l'ANSSI, je me suis fait contacter donc un jour avec mes collègues, par les Archives nationales. Donc c'était, pendant juste avant le Covid et ils nous disent qu'ils ont retrouvé des boîtes, remplies de télégrammes chiffrés, qui dataient des années, 1940. Du coup, on se dit: «Trop bien, on va faire de la paléocryptanalyse, ça va être super sympa, on va revenir en arrière, on va retrouver des informations croustillantes sur la stratégie nationale, pendant la guerre et tout». Donc on y va, on s'enferme dans une salle, donc en plus c'est une salle sans fenêtre, des archives nationales, où donc l'archiviste arrive avec ses grosses caisses de télégrammes, il souffle la poussière, il nous ouvre les différentes boîtes et donc bah, il y en avait énormément et donc bah, c'était marrant. Alors c'était écrit un peu à la main, donc enfin des télégrammes quoi, et alors on n'aurait jamais pu tout déchiffrer parce qu'il y en avait beaucoup trop. On en a regardé, ça nous aurait pris un temps fou. On a regardé, seulement quelques-uns, donc c'était pas vraiment de la crypto, comme on utilise aujourd'hui. C'était des mots qui étaient un petit peu changés ou alors des substitutions de lettres où il y en avait, c'était des OK. chiffres, et donc bah, parfois on arrivait à deviner, parfois on savait pas trop. Donc on en a regardé quelques-uns et bon, on a été un peu déçus du contenu, qu'on a retrouvé puisque, bah, il y en avait, c'était: «Merci d'envoyer une boîte de lait en poudre à telle adresse», ou alors il y avait des comptes rendus de police, le suspect, portait, des chaussures vertes, des choses comme ça. Bon, on n'a pas révolutionné, la face, de l'histoire, Et mais et on a pourquoi passé les une bonne après-midi. pourquoi bah oui, ça avait l'air fun, mais pourquoi les gens, chiffraient ces messages? C'était parce que c'était des personnalités ou c'était, enfin, comment ça se fait qu'il y ait ces archives-là? Bah, je sais pas, alors du coup, les comptes rendus de police, peut-être qu'à l'époque, il valait Ouais, mieux pas, trop, les divulguer, et après, c'était, bah, je suppose que, si on divulguait les adresses des gens, il valait mieux pas ou alors, OK, ouais, je sais pas. OK Ça et tu dépendait m'as en fait, dit c'est les archives, ils n'étaient seulement là pour les stocker, mais c'était l'expéditeur et celui qui est le destinataire qui c'était entre eux, quoi, donc ça ouais. dépendait vraiment. Oui, mais c'est marrant qu'on les ait gardés, c'est qu'il y avait un espèce de truc suspect, tu vois? De se dire: «Ah, est-ce que c'était juste parce que c'était chiffré qu'on les gardait ou c'est parce que c'était les Non, tu vois, ils en avaient aussi des boîtes non chiffrées. d'accord, Encore OK. plus, donc je sais pas, les archivistes, ils gardent beaucoup de Ils choses. aiment bien garder les trucs et tu m'as dit donc c'était pas vraiment de la crypto, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque les gens? Enfin, déjà et comment toi tu déchiffres ces trucs-là, en fait? C'est quoi les Bah, enfin là, c'était, on devinait un petit peu les mots ou alors quand c'est réutilisé sur plusieurs, on arrive un petit peu à savoir, mais donc il y avait pas de technique intelligente en ouais fait, il y a pas de et chacun avait de inventé son algo, en fait? ça dépend. OK, Ça dépend des OK, cas, ouais. C'est surtout des substitutions. Je pense que ouais. le destinataire avait une liste qui disait: «Ce mot est remplacé par ce mot», ou alors «Ce chiffre, remplace ce mot», et cetera. Je pense que c'était Ouais. surtout ça. Ils avaient peut-être leur convention à eux, entre 2 Ouais, personnes, chacun avait leur sa ils convention. avaient leur clé secrète, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est un peu comme ça que la crypto a commencé, quoi. Même avec le chiffrement de César, quand on décalait les lettres, là, au lieu de chaque lettre était décalée de 3, bah, Ouais. c'est un petit peu donc c'est le début de la crypto puisque, la clé, ça va être le fait de décaler, la lettre et si on connaît pas, ce décalage,
Là, on peut pas reculer pour retrouver le message. Donc quelque part, c'était un peu ça le début de la crypto. Mais donc ça, c'est plus de la crypto symétrique, parce que c'est la crypto où celui qui envoie et celui qui reçoit se sont accordés à l'avance sur la manière de chiffrer et de déchiffrer. Donc celui qui chiffre, il va mélanger un petit peu les lettres ou faire des substitutions, et celui qui reçoit, eh ben, il va démélanger les lettres et enfin défaire tout ce que celui qui a chiffré a fait. Et donc ça marche que si les deux personnes se sont vues à l'avance. Et après, dans les années 70, il y a eu une innovation qui s'appelle la crypto asymétrique, où là, on peut envoyer des messages chiffrés sans s'être rencontrés à l'avance, en utilisant la difficulté de problèmes mathématiques. Donc, je vais avoir, c'est la notion de clé publique, clé privée. Ouais. Donc, celui qui reçoit va publier une clé publique pour laquelle il connaît une clé secrète associée, mais qu'il est le seul à connaître. Ouais. Et donc, on va utiliser la clé publique pour lui envoyer des messages. Et donc, lui va pouvoir déchiffrer grâce à sa clé secrète. Et donc là, tout ça fonctionne sous l'hypothèse de problèmes mathématiques difficiles. Donc, peut-être que vous connaissez RSA, des Ouais, c'est le chercheurs plus Rivas, connu de Chinni et la. Edelman. Et du coup, cet algorithme-là, il est fondé sur la factorisation. Le fait de pouvoir décomposer un grand nombre en produits de facteurs premiers. Ça, c'est facile dans un sens, puisqu'on peut multiplier deux nombres facilement. On peut poser la multiplication et ça se fait. Mais par contre, pour redécomposer, en fait, ça se fait, mais c'est très long, puisqu'il faut faire beaucoup de tests. Si on a un grand nombre, on va devoir faire énormément de tests. Donc, typiquement, nous, on utilise des nombres de 3000 bits, ce qui fait que si on veut tester toutes les possibilités, on en aurait pour des milliers d'années. Et donc, c'est une des hypothèses qui permet de faire ce genre de chiffrement. Mais du coup, la crypto asymétrique est complémentaire avec la crypto symétrique, puisque la crypto symétrique, c'est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, il y a des algorithmes qui existent et qui sont très utilisés, comme l'AES, par exemple. Et la crypto asymétrique, qui permet de faire d'initialiser un échange pour que les deux personnes puissent ensuite s'accorder sur une méthode de chiffrement. Et je voulais revenir, tu as dit, donc déjà tu as parlé de l'exemple de chiffrement de César, qui est un petit peu, je pense, en tout cas, c'est le plus célèbre parmi les plus anciens. C'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, voilà, c'est celui par lequel on commence quand on fait de la crypto. Mais lui, en plus d'être symétrique, il a une particularité, c'est il a pas de clé secrète non plus. C'est-à-dire que tu peux faire du symétrique avec quand même quelque chose qui rajoute de la difficulté, qui est une clé qui permet de. Ouais, dans ma tête, je m'imaginais que le fait de décaler de 3, c'était ça la clé secrète. Oui, effectivement. Ok, effectivement. Le 3, quoi. Mais bon. Oui, non, mais c'est vrai que. Effectivement. Ok, je vois. Et tu parlais de donc factoriser les grands nombres. Donc ça repose sur le fait qu'on n'a pas de capacité de calcul suffisante pour retrouver la clé privée à partir de la clé publique. Ça repose aussi en sur un temps le fait raisonnable. en temps raisonnable, ouais. Et il n'existe pas il n'existe pas d'algorithme en fait plus efficace que de tout tester, c'est ça? Après, non, il y a des choses probabilistes qui sont un peu plus rapides, mais pour l'instant, non, on n'a pas de choses qui soient significativement plus efficaces que ça. Et du coup, donc l'ordinateur quantique, je vais t'amener là-dessus parce que du coup, je pense que c'est un sujet intéressant ici. On a eu il y a quelques mois là des nouvelles. On a beaucoup parlé de l'ordi quantique en disant, je sais plus quelle entreprise chinoise a réussi à casser RSA. Donc tout le monde dit RSA va être cassé, tout Internet va tomber. Donc on pourra parler déjà de pourquoi ça casserait RSA. On en a un peu discuté déjà. Mais c'est quoi je sais pas si tu as un peu des billes là-dessus. C'est quoi la réalité de ces choses-là? C'est quoi l'impact de l'ordi quantique et puis l'avancée réelle en fait aujourd'hui sur ces sujets-là? Bon, alors il y a plusieurs aspects. Donc il y a le premier aspect, c'est casser RSA. Effectivement, dans les années 1993, je crois, il y a un chercheur qui s'appelle Peter Shor qui a inventé un algorithme qui permet de faire cette factorisation, cette décomposition d'un grand nombre en facteurs de nombres premiers. Mais cet algorithme, il utilise un ordinateur quantique. Donc un circuit quantique, ordinateur qui n'existe pas pour l'instant. Donc c'est vraiment sur papier. Et ça n'a pas été encore implémenté, ou alors que sur des très 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 petites instances. Donc ils ont réussi à factoriser 15 par exemple. Donc on est encore loin des grands nombres. Oui, 15 on n'a pas besoin forcément d'avoir un algorithme pour le faire, mais c'est le début, ce sont les balbutiements. Espérons que ça s'améliore. Ouais. Mais donc nos schémas actuels qui étaient dimensionnés pour que ça prenne au moins 1000 ans
pour être cassée, bah là, ça, à la grosse louche, ça permettrait de transformer en quelques heures. Donc là, on casserait la crypto. Alors du coup, quels seraient les impacts déjà, avant de savoir si c'est possible ou pas. Donc les impacts, on pourrait déchiffrer nos données confidentielles, mais pire que ça, en fait. On pourrait avoir accès, par exemple, aux données militaires, à tout ce qui est de la stratégie militaire. Donc là, ça touche la sécurité de l'État. On pourrait, je sais pas, faire cracher des avions, puisqu'on peut les contrôler à distance, faire cracher des fusées, j'en sais rien. Ouais, On ok. pourrait détourner de l'argent, puisque là maintenant le bancaire se fait beaucoup en digital, et donc si on peut plus sécuriser les transactions, ben voilà. Et dont par exemple le Bitcoin, qui on pourrait faire des fausses signatures et donc se déplacer changer la blockchain et détourner des transactions. Alors, Mais juste sur le, voilà, bon, ça. Pardon. sur le Bitcoin, je voulais m'attarder un peu dessus pour rentrer en détail, parce que je pense que ça va intéresser des gens qui sont dans le Web3 Malheureusement, c'est pas peut-être. trop mon domaine, mais Non, mais du coup, il y a une question, effectivement, tu parlais de RSA, clé privée, clé publique. Aujourd'hui, les fameux wallets que les gens se créent pour envoyer les transactions, pour envoyer leur argent et le récupérer, ça repose exactement sur RSA. Sur des algorithmes de signature. Donc ça Ok. dépend lesquels. RSA peut être utilisé en signature. Je suis pas sûre qu'il soit utilisé dans la blockchain, en tout cas. Mais bon, finalement, c'est des algorithmes qui sont fondés sur les mêmes problèmes. C'est pas forcément RSA spécifiquement, mais c'est fondé soit sur la factorisation, soit sur le logarithme discret, deux problèmes qui peuvent être attaqués par l'algorithme de Shor. Bon, donc j'ai pris le temps de vérifier. Effectivement, les cryptos, c'est pas RSA. Notamment le Bitcoin, ils utilisent l'algorithme ECDSA. Pour y voir plus clair dans ces algorithmes de crypto asymétriques, il suffit de comprendre qu'il y a grosso modo 3 grandes familles. L'objectif de ces 3 familles, c'est d'être capable de générer facilement une clé publique et qu'à partir de la clé publique, il soit difficile de retrouver la clé privée. Donc ça repose sur des fonctions mathématiques qui sont faciles à calculer mais difficiles à inverser. La première famille, c'est celle de l'algorithme RSA. Le principe de base, on prend deux nombres premiers très grands, on les multiplie, ça va nous donner la clé publique, mais par contre, à partir de ce résultat, il est très difficile de revenir aux deux nombres premiers qui ont permis de le générer. En mathématiques, c'est le problème de factorisation des grands nombres. Il n'existe pas d'algorithme efficace pour factoriser facilement un grand nombre. La deuxième famille, qui a émergé en partie parce que la première était pendant longtemps brevetée, c'est celle dont fait partie l'algorithme DSA. Pour vous expliquer cette deuxième famille, je vais l'illustrer avec un exemple, ça sera plus facile. Par exemple, si on part de 2, on l'élève à la puissance 3, ça fait 8. Maintenant j'ai 8, je veux trouver à quelle puissance de 2 ça correspond. Retrouver une puissance, c'est pas forcément compliqué. Par contre, si vous rajoutez une opération modulo derrière, là, ça devient extrêmement difficile. En tout cas, de nouveau, on n'a pas d'algorithme efficace là-dessus. Donc je reprends mon exemple. 2 puissance 3, ça fait 8. Modulo 5, ça fait 3. Retrouver que c'est 2 puissance 3 qui donnent 3 quand on le calcule et qu'on fait modulo 5, ça c'est un problème compliqué. C'est ce qu'on appelle le problème du logarithme discret sur les corps finis. Voilà, ça c'est les maths derrière. Et pour finir, la troisième famille qui est celle utilisée dans le Bitcoin, dont je vous parlais tout à l'heure, ECDSA. EC, ça veut dire elliptic curve. Concrètement, c'est encore un problème de logarithme discret, mais cette fois c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur un corps fini, donc sur l'ensemble de nombres que je vous disais tout à l'heure, les entiers, c'est sur un ensemble de nombres réels définis par une équation, qu'on appelle une équation de courbe elliptique. Voilà, donc on vient de voir les 3 problèmes mathématiques sur lesquels repose toute la crypto asymétrique. En fait, on pourrait dire 2 parce que les 2 derniers reposent tous les deux sur la technique du logarithme discret. Et pas de chance pour les cryptologues, l'algo de Shor, il est efficace sur les 2 problèmes, la factorisation des grands nombres et le logarithme discret. La question maintenant, c'est comment il fait? Eh bien, restez avec nous, on y revient plus tard dans l'épisode. Ok, et donc ce que ça voudrait dire, c'est que tout d'un coup, tu pourrais prétendre être n'importe quelle wallet, en fait. Tu pourrais Oui, récupérer la oui. clé privée du wallet, et donc tout d'un coup, quelqu'un, il a 10 000 euros sur son wallet, toi, tu te l'envoies sur le tien. Oui, oui, mais Aussi même en facile. fait, envoyer, il y aurait plus vraiment de sens parce qu'en fait la certitude qu'on aurait sur la blockchain, bah, elle existerait plus. Donc Il aurait plus de valeur, en fait, à perdre. ouais, c'est ça, on reviendrait à un cas où la crypto n'existait pas, puisque la crypto asymétrique maintenant, elle est vraiment partout, dans tous nos systèmes, quoi. Mais Et alors bon, ouais.
ça ne va pas arriver puisque déjà il y a cette protection dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure de la cryptographie post-quantique Ouais. et donc on regarde déjà des solutions en anticipation et il y a le développement de l'informatique quantique qui n'en est qu'au balbutiement. Donc c'est où en est l'ordinateur quantique. Donc c'est une question qu'on pose très régulièrement à nos collègues chercheurs en physique. Et donc c'est un domaine avec énormément de recherche, énormément de budget. Enfin, il y a eu beaucoup d'investissements nationaux et même des privés. Je sais pas si tu as pas entendu parler du milliard quantique qui a été investi Non. 2018 en France. Donc il y a des gros enjeux, mais en dehors même de la crypto. L'objectif de l'ordinateur quantique, c'est pas seulement de casser RSA. Il y a aussi plein d'autres applications en machine learning, en bioinformatique, en météorologie. Donc, j'ose espérer que voilà, ça aura aussi des impacts positifs. C'est ça. Bah, j'espère, oui. Et alors où ça en est, donc il faut séparer l'application de l'algorithme de Shor pour casser la crypto, qui en est vraiment très loin, aux circuits qui sont un petit peu en train d'être fondus. Donc il y a une métrique qui consiste à avoir le nombre de bits quantiques que ces puces ont. Donc par exemple l'annonce de l'ordinateur quantique chinois qui je crois qu'il annonce 500 bits quantiques dans leur puce. Ouais. Donc il y a ça. Après il y a aussi la stabilité de ces bits quantiques parce que s'ils sont pas stables, il faut ajouter de la redondance. Et actuellement, donc je crois que pour avoir ce qu'on appelle un bit quantique logique, c'est-à-dire si je l'écris sur papier, il va se comporter comme ça, il faut 1000 fois plus de bits quantiques physiques. Ok. Donc ça veut dire que si on en a que 500, pour l'instant on n'a même pas un bit logique. Ok. Il y a quand même ce facteur 1000 à prendre en compte. Il y a eu aussi les annonces de Google là que tu m'as envoyé. Willow, là, ouais. Voilà, c'est ça. Eux, ils annoncent un petit peu qu'ils améliorent cette stabilité. Donc au lieu d'avoir un facteur 1000, j'ai l'impression qu'il y aurait un peu moins. Mais ils disent qu'ils ne sont pas encore arrivés à avoir un bit quantique logique. C'est leur prochain milestone. Okay. Donc pour l'instant, on peut Stabiliser un pas peu. faire grand-chose. C'est vraiment des circuits qui sont très intéressants pour la recherche et qui vont dans le sens de l'amélioration de l'informatique quantique. Mais pour l'instant, vraiment, il n'y a pas il y a pas vraiment d'application. Je crois qu'il y a aussi IBM qui sont quand même bien avancés, qui ont une roadmap assez détaillée. Mais là aussi, ouais, on n'est pas encore sur des applications. Ok. Ne serait-ce que même pas en crypto, mais autre quoi, avoir des calculs qui auraient un intérêt scientifique. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Encore un peu de la crypto classique, un peu Ouais. de beau jour devant elle encore. Par exemple, oui, pour donner des chiffres pour l'algo de Shor, donc là, pour casser la crypto, il faudrait environ 10 000 bits quantiques logiques, donc 10 millions bits quantiques physiques. Okay. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'échelles à passer entre-temps. Du coup, on a envie de se dire un petit peu, mais ça va, on a le temps de voir, pourquoi on nous embête avec ça? Et en fait, non. En fait, malheureusement, il y a le problème des attaques rétroactives. Je sais pas si tu en as entendu parler. Si, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est-à-dire, pourquoi on en parle maintenant? Pourquoi tu fais de la crypto post-quantique maintenant si Ouais. c'est si loin? Et effectivement, j'imagine qu'on n'a pas non plus une idée de la timeline. On ne sait pas si c'est dans 5 ans ou si c'est dans 50 ans ou si c'est jamais. Exactement. Donc voilà. Donc La seule chose j'allais te qu'on sait, demander c'est pourquoi. que peut-être que dans 10, 20, 30 ans, il existera un ordinateur quantique avec un peut-être. Et en fait, le problème, c'est que si jamais c'est le cas, ces ordinateurs pourraient rétroactivement retrouver ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc, Exactement comme tu as fait avec les archives. ouais, quelque part, voilà. Il faudrait qu'il y ait un archiviste qui stocke tout ce qui se dit et qu'ils attendent les cryptologues du futur qui ont accès aux ordinateurs quantiques pour pouvoir retrouver ce qui s'est dit. Ouais. Alors, si c'est des comptes rendus de police ou des envois de boîtes de lait ou de chapeaux, ça va. Il n'y a pas trop de soucis. Puis même si c'est pour le bancaire, entre-temps, on aura changé 3 fois de carte bancaire, donc ça ira. Ouais. Mais en fait, il y a des cas pour lesquels c'est pertinent. Pour ce qui est de la sécurité de l'État, pour ce qui est des données militaires qui concernent des informations de vie ou de mort sur des gens, là, c'est pertinent.
Et donc à l'ANSSI, quand j'y étais, on a défini un cadre dans lequel c'était pertinent de se prémunir contre la menace quantique, même si elle n'existe pas. Et Et ouais. donc c'est pour ça en fait que la recherche en cryptographie post-quantique, donc c'est la cryptographie qui se protège contre ces attaques futures-là. Donc c'est de la cryptographie classique qui irait dans des ordinateurs classiques, dans les téléphones par mise à jour, et qui se protège déjà contre ces attaques-là. Alors Et du ça, coup, ça crée. Pardon, il y vas-y. a déjà des gens, il y a déjà des entreprises qui utilisent ces algorithmes-là. Ces algorithmes-là, ils sont réels, ils sont implémentés dans l'industrie. Alors oui, en fait, ça a commencé en 2017, ces algorithmes, donc c'est assez récent. La recherche, c'est un petit peu entremêlé, recherche et développement. Pour l'instant, on peut pas dire que ce soit des choses qui soient très très stables. Et on aime bien dire que voilà, c'est comme si on était dans les années 2000 avec RSA qui venait d'être créé. En fait, quand les algorithmes cryptographiques sont nouveaux, en crypto, on n'aime pas trop ça parce qu'on aime bien qu'ils restent longtemps, pour qu'il y ait plein de gens qui essayent de les casser. Et s'ils sont toujours debout après X années, on se dit que voilà, c'est un bon algorithme. Il a beaucoup de ce qu'on appelle recul cryptanalytique, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de le casser et qui n'ont pas réussi. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ce que ça dit, c'est qu'en vrai, on est jamais sûr qu'un algo est vraiment sûr, entre guillemets. C'est-à-dire, tu le sais Et ouais, uniquement bah, c'est parce pour que c'est ça qu'il y a des temps. cryptologues. Ouais. Non, effectivement, en fait, il y a toujours des hypothèses mathématiques dessous. Et alors, faire de la crypto sans hypothèse, c'est pas possible. Et donc, en fait, ces hypothèses, elles peuvent toujours être questionnées, elles peuvent toujours être remises en cause par des nouvelles attaques. Et, et voilà. Oui, Et parce qu'il y a pas que le hardware. C'est en fait, il y a peut-être des trucs logiques qu'on n'a pas vus et qu'un jour quelqu'un va y penser et tout d'un coup, tac, cet algo il marche plus, alors qu'on n'a pas l'ordi exactement, quantique, ouais. quoi. Ouais. Ben, en fait, la cryptographie post-quantique, c'est de baser la cryptographie sur des problèmes autres que la factorisation et le logarithme discret, qui sont les deux problèmes qui sont vulnérables aux ordinateurs quantiques. Et ces problèmes alternatifs, bah, on n'est pas sûr qu'il y ait des nouvelles attaques, à la fois classiques ou quantiques. Ouais. Donc, on part sur des nouvelles bases. Alors c'est hyper intéressant parce que ben, on repart de zéro, quoi. On crée des algorithmes de zéro, on regarde les performances, on découvre des nouvelles applications, on découvre des nouvelles choses qui sont hyper intéressantes. Mais voilà, la sécurité n'est que conjecturée pour l'instant. Et t'arriverais à vulgariser un petit peu qu'est-ce qui change justement avec la crypto post-quantique par rapport à la crypto pré-quantique? C'est Ouais, quoi alors, les... donc ce sont des algorithmes qui sont implémentables sur ordinateur, donc vraiment des algorithmes normaux entre guillemets. Et en fait, on voit pas forcément les maths quand on l'implémente, mais c'est quand on prouve la sécurité qu'on voit qu'il y a des maths derrière. Et donc moi, c'est ce que je connais plus. Donc par exemple, moi, ce que j'ai regardé pendant ma thèse, c'est la crypto fondée sur les réseaux euclidiens, la sécurité des réseaux euclidiens. Ok. Un réseau euclidien, il faut s'imaginer des points à distance régulière dans l'espace. Par exemple, en dimension 2, on a plein de points espacés, enfin, voilà, un espèce de pavage. Et la difficulté, c'est trouver la plus petite distance entre deux points. Donc c'est vrai que en deux dimensions, on peut le voir à l'œil nu. Mais en fait, en crypto, en crypto post-quantique, on utilise des dimensions 500, des dimensions 1000. Ok. Et essayer de trouver la plus petite distance entre deux points avec une mauvaise description de ce réseau euclidien, bon là je rentre pas dans les détails, ben, c'est Ok. ça qui va être difficile. Ok. Donc c'est marrant, c'est vraiment des approches qui n'ont rien à voir d'un point de vue hypothèse de départ en fait, ce sur quoi tu te Oui, bases mais en n'a fait, ce rien qui est à... marrant, c'est qu'on est parti dans plein de directions différentes. Là, je parle des réseaux euclidiens, mais il y a des chercheurs qui sont partis dans les codes correcteurs d'erreurs. Donc, ces codes qui sont, par exemple, dans les DVD ou dans les communications télécom. Ben, en fait, Peut-être il y a tu des peux maths expliquer ce que derrière. c'est un code correcteur d'erreur, peut-être Ouais, donc c'est de la redondance qu'on rajoute dans des données pour corriger si jamais il y a un bit qui s'est transformé, un zéro qui s'est transformé en 1. Par exemple, les codes de notre carte vitale. Ouais. Les premiers codes de nos cartes vitales, les deux derniers, ben en fait, c'est un mélange des codes des nombres précédents qui, si jamais on a fait une faute de frappe, ben ça va rendre la chose invalide. Ça permet de vérifier qu'on n'ait pas fait une faute de frappe en fait. Et pareil dans les DVD, souvent il y a des, je sais pas, la tête, ça abîme un peu le Oui. DVD. Ouais. Du coup, il y a ces corrections d'erreurs quoi qui sont faites.
Et ça permet non seulement de vérifier, mais ça permet aussi des fois de retrouver la data corrompue. C'est ça, hein, ça permet des fois de reconstruire ou Oui, pas? ça dépend du code correcteur. Et donc là, il y a des mathématiciens théoriciens là-dedans qui ont pris ça et qui ont fait de la crypto avec. OK. Et donc il y a aussi des nouvelles choses qui est sur cette piste-là. Donc c'est hyper cool de Ah, c'est voir tout ça. impressionnant. Ouais, trop cool. OK. Qu'est-ce que je voulais te demander? C'était hyper intéressant. Du coup, j'en ai perdu, tu vois, j'en ai perdu mes questions. Mais non, mais du coup, donc ouais, on a parlé de symétrique, asymétrique, on a parlé de RSA, on a balayé plein de trucs. Mmh. Hem, Mais tout ça pour dire que oui, ces ouais. algos, donc ils sont récents, ils sont mouvants encore, ce qu'on appelle un peu immatures, dans le sens où on n'a pas envie de mettre notre main à couper pour l'instant sur la sécurité, mais on a à la fois envie de se protéger des attaques radioactives, des attaques rétroactives. Et le problème de ça, c'est que, on a à la fois quelque chose, dans lequel on n'a pas trop confiance, mais qui permettrait de nous protéger contre ces attaques-là. Donc comment faire? Ce qu'on propose, c'est d'hybrider, d'utiliser la crypto actuelle qui est éprouvée et de rajouter une brique post-quantique pour se protéger des 2, en fait, pour avoir le meilleur des 2 mondes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à se protéger tout en gardant la sécurité actuelle, de nos systèmes. Donc on garderait RSA par exemple et on rajouterait, un algorithme fondé sur les réseaux euclidiens pour, prêcher pour ma paroisse par exemple. Et les algorithmes post-quantiques, quand on dit qu'ils résistent à l'ordinateur quantique, c'est vraiment la notion de puissance de calcul, c'est-à-dire que leur complexité de, entre guillemets, de trouver la solution, le décomposer, est beaucoup plus élevée que ce qu'on a aujourd'hui, ou il y a autre chose? On aimerait bien que ce soit ça, mais malheureusement c'est conjecturé parce qu'en fait, les ordinateurs quantiques n'existent pas. Donc on n'est pas encore, sûr à 100 que, ils ne seraient pas capables de les attaquer en fait. On connaît juste les quelques algorithmes sur papier qui existent, qu'on sait qui fonctionneraient sur les ordinateurs, quantiques. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on dit souvent l'informatique quantique, l'ordinateur quantique, mais en fait en soi les algorithmes quantiques, ils se comptent sur les doigts de 2 mains parce que, pour l'instant ils sont pas encore mis en pratique. Donc c'est des chercheurs sur papier qui disent voilà, si jamais il arrive à faire ça, il pourrait faire cet algorithme. Et donc on en a une dizaine et donc on conçoit des algorithmes post-quantiques en regardant cette liste d'algorithmes et en vérifiant que ceux-là ne permettent pas d'attaquer. C'est pour ça qu'on a une sécurité conjecturée post-quantique. OK. Et je voulais revenir sur l'algorithme de Shor, tu as dit, c'est ça? Ouais. Qui Mmh. permettait. Donc lui, il est exécutable théoriquement sur un ordinateur quantique. Oui, il a besoin d'une partie quantique, ouais. Une Et partie. s'il il n'est pas exécutable aujourd'hui, il est pas exécutable sur un ordi normal? Bah, partiellement. En fait, il manque une D'accord. étape. Ah, il manque une étape. Non, mais parce que en fait, j'ai toujours eu l'impression que l'ordi quantique, c'était juste le fait qu'il calcule beaucoup plus vite, tu vois? Alors que ce que tu me dis, c'est qu'il a des Non, mais ça, propriétés. c'est vrai que c'est une conception erronée. En fait, on a envie de se dire, comme pour trouver les facteurs premiers, on les teste un par un, l'ordinateur quantique, il va pouvoir tout tester d'un coup. OK. En fait, ça marche spécifiquement pour ça grâce à l'algorithme de Shor, qui utilise des trucs compliqués comme une transformée de Fourier quantique. Mais en fait, on peut pas dire qu'un ordinateur quantique rajouterait, calculerait tout exponentiellement plus vite. Ça, c'est une réduction. On peut pas dire ça. OK. Ah ouais, je savais pas du tout ça, tu vois? Hyper intéressant. OK. Bon, à force que Mélissa me parle de l'algorithme de Shor, vous pensez bien, j'ai eu envie d'aller voir comment ça marchait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google algorithme de Shor pour les nuls. Ça m'a sorti plein de résultats, j'ai cherché un peu, je suis tombé sur un forum qui s'appelle Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans. Et là, il y avait quelqu'un qui avait posé exactement la même question que moi. J'étais trop content. Je lis la réponse, j'étais moins content. Et en dessous de la réponse, il y avait quelqu'un qui avait répondu en disant excusez-moi, vous êtes trompé de forum, c'est pas expliquez-moi comme si j'étais Albert Einstein ici. Bon, donc là, je me suis dit que ça allait pas être hyper simple à vulgariser, mais c'est pas grave, j'ai continué à chercher. Au final, je me suis coltiné un PDF de 280 pages de maths pour essayer de comprendre un peu comment ça marchait. On va pas aller jusqu'à expliquer en détail l'algorithme de Shor parce que c'est quand même pas mal compliqué. Par contre, ce que je peux essayer de vous expliquer, c'est pourquoi les algorithmes quantiques fonctionnent mieux que les algorithmes classiques. Pour ça, faut qu'on commence par parler un petit peu de l'ordinateur quantique et qu'on fasse la comparaison avec l'ordi classique. Aujourd'hui, un ordi classique, comment ça fonctionne? Vous avez des unités de base qui sont des bits qui valent 0 ou 1, et vous avez des portes logiques. Donc, les portes logiques, ça permet de combiner ces 0 et ces 1 et de faire des calculs. Les portes logiques, c'est les ou, les et, les non, ça permet de
créer toute la logique qui fait que vous avez un ordinateur, une unité de calcul. Un ordi quantique, il fonctionne avec des qubits. C'est son unité de base. La différence, c'est que ça ne vaut pas 0 ou 1, ça vaut à la fois un peu 0, un peu 1. Ce qu'il faut comprendre sur le qubit, c'est qu'il peut représenter plusieurs valeurs à la fois. Il représente une probabilité de valoir 0 ou une probabilité de valoir 1. Et ça, c'est vrai tant qu'on ne le mesure pas, c'est-à-dire tant qu'on n'essaye pas de savoir si sa valeur c'est 0 ou 1. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Ça ressemble à de la magie, mais c'est de la physique. Bref, quand on le mesure, il prend définitivement une valeur, c'est ce qu'on appelle la réduction quantique, il devient finalement un bit normal. L'autre élément important dans les ordinateurs quantiques, c'est donc la porte logique quantique. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille sur les qubits sans les mesurer. Ce qu'elle va être capable de faire, c'est de modifier la probabilité devant chaque état possible du qubit. Je vous donne un exemple. Si on prend un qubit qui a une probabilité 50% de valeur 0, 50% de valeur 1, il va pouvoir passer par une porte quantique et en sortie, la distribution de probabilité va être modifiée. Donc il y aura peut-être 75% de chances qu'il vaille 0 quand on le mesure et 25% de chances qu'il vaille 1. Donc là, on a parlé uniquement d'un qubit. Ce qui est très puissant, c'est quand on les combine. Par exemple, si on prend 3 qubits, on va pouvoir représenter 2 puissance 3, donc 8 états simultanément. Et ce que vous voyez, c'est que c'est assez dingue parce que c'est exponentiel. Vous rajoutez un quatrième qubit, c'est 2 puissance 4, 16 états, et ainsi de suite. Bon, là, super, on a en entrée de notre ordi quantique plein d'états simultanés. À quoi ça sert? Pour que vous compreniez la puissance du truc, on va jouer à un jeu. Je vais penser à un nombre entre 1 et 1 million, et vous allez essayer de le deviner. Sauf que, vous avez le droit qu'à une seule tentative. Comme je suis sympa, je vais vous donner ça sous forme de fonction pour que vous n'ayez pas à me brancher dans un ordinateur quantique. Donc concrètement, ce que vous avez, c'est une fonction qui renvoie 1 si vous lui donnez le bon nombre, celui auquel je pense, et qui renvoie 0 sinon. Ce nombre auquel je pense, on va l'appeler D, comme la réponse D pour ceux qui ont la référence. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez construire, à partir de ces portes quantiques, ce qu'on appelle un circuit quantique, dans lequel une partie du circuit sera la fonction que je vous ai donnée. Ce circuit va être capable de prendre en entrée suffisamment de qubits pour représenter tous les états. Donc, je sais pas, peut-être il y a peut-être besoin de 20 qubits pour représenter tous les nombres de 1 à 1 million. On va avoir une première partie du circuit qui crée une entrée représentant l'ensemble des états de façon équiprobable. Ça veut dire que si vous mesurez vos qubits à la fin, ça a autant de chances de vous donner 1 que 2, que 3, que 4. Donc en gros, il y a une chance sur 1 million d'avoir chacun des états. Donc ça, c'est l'entrée de votre circuit. Votre circuit, ce qu'il va être capable de faire, c'est de transformer les probabilités de chaque valeur. Et donc en fait, il va réduire les probabilités de tous les nombres qui ne sont pas D et augmenter énormément la probabilité de votre nombre D. Donc vous avez ça en sortie du circuit, et donc là, c'est le moment où vous allez mesurer vos qubits, et là, il y a une forte probabilité qu'il vous donne D. Et donc, vous avez trouvé la réponse à la question en évaluant une seule fois la fonction, puisque au lieu d'évaluer la fonction sur tous les états, vous avez évalué la fonction uniquement sur cet ensemble de qubits qui représentait tous les états superposés. Alors vous avez peut-être noté un truc, j'ai parlé de probabilité, donc effectivement, dans ce cas-là, il y a une probabilité qu'on tombe sur autre chose. Mais la probabilité est tellement grande de tomber sur le bon nombre qu'au pire, on fait une deuxième évaluation et on tombe quand même sur la réponse D. Alors l'algorithme que je viens de vous décrire, je ne l'ai pas pris par hasard. C'est un algorithme quantique connu qui s'appelle l'algorithme de Grover et qui a des implications sur la sécurité de nos mots de passe. Il permet notamment de plus facilement retrouver à partir d'un mot de passe chiffré le mot de passe original. Donc voilà, l'algorithme de Grover, un des algos qui est exécutable en théorie sur un ordi quantique et qui est une version simplifiée de l'algorithme de Shor que je ne vais pas arriver à vous expliquer parce que déjà là c'était pas facile. Et l'algorithme de Shor c'est beaucoup plus compliqué, il y a des transformés de Fourier, il y a des recherches de période, bref, il fait mal à la tête, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai en lien le fameux PDF de 280 pages qui était absolument passionnant. Et tu m'as dit, il y a peu d'algorithmes qui sont exécutables sur l'ordinateur quantique. Donc, je ne sais pas à quel point tu suis les trucs d'ordinateur quantique, j'imagine que tu regardes un peu, mais moi, j'avais cru comprendre qu'il y a des boîtes qui poursuivent l'ordinateur quantique général, en fait. En tout cas, j'ai lu ça, qui disent... Oui, ça, c'est... voilà. Ouais. Ça, en du fait, coup, c'est un du autre coup, ce projet qu'ils veulent encore. dire par là, c'est créer une porte logique, parce que les ordinateurs, en fait, c'est juste une suite de portes logiques. Et du coup, ceux qui veulent faire un ordinateur quantique universel reprogrammable, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est ce qui permet de tout faire, quoi, Turing complet, entre guillemets. Et ben du coup, on conçoit une porte logique
Et une fois qu'on a les portes logiques, on peut les associer ensemble et faire tous les algorithmes qu'on veut. Donc D'accord, ok. ils sont à la recherche de la porte logique, quoi. Ok. Mais Donc alors, ça, ça en est pas mais encore. c'est un niveau encore au-dessus, en fait. Bah, oui, oui. Bon, il y a plein de difficultés, mais oui. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, moi je vois cette com là, donc est très entre guillemets marketing, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont pas intéressés, qui sont pas intéressés en détail, n'y comprennent pas grand-chose. Et donc moi ce que je vois, c'est un ordi avec une puissance de calcul de ouf et qui va faire tout ce que je fais aujourd'hui, qui va même me permettre de surfer sur Internet. Et en fait, il y a plusieurs. Bah, ça serait bien. Avant ça, il y a déjà faire un ordinateur qui sera dans j'imagine, dans des gros frigos, parce que je pense qu'il y a des histoires de température et tout, qui sera en Ouais. fait un espèce de super calculateur planqué quelque part pour des chercheurs. Et ça, on n'en est pas encore là, en fait. On en est déjà loin de ça. Non. Donc, l'étape, j'ai l'ordi quantique dans mon salon. Bon, voilà. On a probablement. Ouais, bah il y a une notion déjà de la reprogrammabilité qui c'est déjà compliqué. Donc Ouais. pour l'instant les gens, enfin après chacun poursuit son cheval, quoi. Certains sont sur les portes logiques, d'autres ils font des circuits fondus qui vont faire des opérations spécifiques et le but c'est de faire sur des grands nombres. Et d'autres c'est tout simplement juste stocker le plus de bits quantiques possible. Enfin voilà, il y a Ouais, différentes ok. pistes. Ouais. Ok. Bon, hyper chouette. Écoute, j'ai appris Ouais, plein bah, de trucs déjà. c'est intéressant, mais alors après, c'est vrai qu'on nous dit tout le temps que ça avance, mais bon, on est un peu Ouais. frustré parce que. Ouais, Mais bon, c'est la recherche, ça prend du oui, temps. oui, c'est ça. Il y a Puis après, sur l'ordi quantique, il y a de l'industrie aussi. Il y a quand même une course. Enfin, il y a de la concurrence en fait, hein, entre. Ouais. Il y a de la géopolitique là-dedans aussi. Donc, j'imagine qu'il y a- Ouais, ouais, oui, et espérons que ce soit pas que pour la crypto, parce que si c'est pour ça qu'il y a la crypto post-quantique qui arrive, non, ils auront plus trop d'intérêt pour le faire. Après, non, ce que j'ai pas mentionné, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle la distribution quantique de clés. Ça permet de faire un échange de clés, donc d'échanger une clé entre Alice et Bob, par exemple. En général, en crypto, on dit Alice et Bob, euh, mais sans utiliser de maths cette fois, juste en utilisant la physique. Donc, on va utiliser des bits quantiques, ce qu'on appelle Ah intriqués, oui. Ok. et donc des deux côtés, on va pouvoir, enfin, avec un protocole qui s'appelle Quantum Key Distribution (QKD), qui va permettre d'avoir à la fin une clé commune entre Alice et Bob, qui, Ouais. cette fois, la sécurité ne sera pas fondée sur des problèmes mathématiques, mais sur la physique, sur la sécurité du Parce que fait que ça, les bits sont. si je Mmh. me rappelle de mes souvenirs de physique quantique, ça remonte un peu, mais c'est qu'en fait, tu arrives à avoir deux particules qui sont géographiquement à des endroits différents, mais qui sont liées. C'est-à-dire que c'est comme de la télépathie. C'est en gros, t'en touches une, enfin, tu en mesures une, et l'autre, tu connais son état. C'est un truc comme ça? Ouais, ouais, c'est ça. C'est d'où le truc de téléportation. Ouais, c'est dingue. Non, mais Et alors, du c'est coup, fou ce ce truc. protocole, il est un peu plus compliqué que ça, mais ça se base sur l'intrication. Mais moi non plus, j'ai juste eu des cours là-dessus. Ouais, mais ça me rappelle quelque chose. Mais c'est vrai que c'est incroyable de te dire, en fait, c'est comme si tu as deux choses qui communiquent, mais on sait pas, en tout cas, on sait pas comment. On sait pas comment elles sont liées, Mmh. mais elles sont géographiquement distantes et tu arrives à, sans savoir à l'avance, quand tu en mesures une, enfin, en tout cas, elles ont un lien Mmh. qui n'est pas connu, je pense, avant que tu le regardes. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, je suis pas expert. Et donc ça, pour le coup, c'est un peu moins dur à atteindre que l'ordinateur quantique. Parce qu'on n'a pas d'ordinateur, il n'y a pas de circuit là, c'est envoyer des bits quantiques intriqués. Et donc là, on est plus sur des fibres optiques qui envoient des particules, des photons, des choses comme ça. Et donc ça, il y a déjà des prototypes pour ça. Et donc, ça permettrait de faire de faire des échanges par crypto symétrique parce qu'on est sûr que les clés ont été échangées de manière sécurisée, c'est ça? Oui, ça serait la première étape, et après il y aurait de la crypto symétrique. Mais malheureusement, il y a quand même plein de limitations à cette technique-là, puisque on peut pas faire des nœuds dans le réseau pour l'instant. Les nœuds doivent être de confiance. En fait, Ah, ça serait du téléphone arabe, ah oui, quoi. d'accord, j'ai compris. Oui, tu peux pas avoir d'intermédiaire en fait. Ouais. Il Et faut que tu aies un lien donc, direct ça entre c'est les un deux problème. entités. Effectivement, c'est un Ça, c'est problème. quand même une régression de sécurité par rapport à la crypto asymétrique actuelle. Ok. Et alors, ça me faisait repenser, je voulais revenir sur une question. Tu as dit que la crypto symétrique était plus efficace que la crypto asymétrique. Qu'est-ce que tu Ouais. mettais derrière ce mot efficace? En temps de calcul. Si on envoie un message avec l'AES, ça va être un message assez compact et ça va pas prendre très longtemps à chiffrer et à déchiffrer. Alors que si on envoie un message avec RSA, ça va être plus long. On va avoir déjà D'accord. des tailles de messages qui sont plus longs. Et puis, c'est des exponentiations modulaires, donc c'est un petit peu plus complexe à calculer. Donc, en fait,
on fait les deux. On fait d'abord RSA, puis ensuite AES Mais pour la en termes de partie. sécurité, il y a pas de, c'est équivalent, c'est-à-dire que ce soit, si tu enlèves la notion de communication des clés, de protection des clés, c'est aussi difficile à casser l'un que l'autre. On est dans des choses complètement différentes. Là, les hypothèses sont différentes. Pour l'AES, il n'y a pas d'hypothèse mathématique vraiment. C'est basé sur le fait qu'on mélange tellement bien que pour l'instant, il n'existe pas d'algorithme qui Oui, démélange tout. AES, c'est une grosse tambouille de tout. Si mon souvenir est bon, c'est Ouais, des c'est ça. permutations et des substitutions. Et on fait tout ça plein de fois. Et à la fin, on comprend plus rien à ce qui s'est passé, en gros. C'est ça. C'est ça. Mais alors, il y a énormément de recherches là-dessus. Il y a plein de gens qui essayent d'attaquer l'AES. Alors, du coup, ils simplifient un petit peu l'algorithme AES. Donc, AES a un tour, AES a 2 tours, etc. pour essayer de voir à partir de quand on n'arrive plus à retrouver le secret. Mais là aussi, c'est un domaine de recherche à part entière. Ouais, c'est clair. C'est intéressant, la crypto. Il y a de quoi faire. Ouais. Mélissa, je voulais t'amener sur un peu ton parcours et notamment le pire souvenir de ta carrière. Alors, le pire souvenir de ma carrière, c'était plus, je pense, en thèse. Ok. Bon, la thèse, c'était quand même une super expérience. J'ai adoré. C'était plein de collaborations avec des chercheurs du monde entier. Donc j'ai vraiment aimé. Et alors en plus en thèse, à chaque fois on fait des découvertes, on a l'impression de révolutionner la face de la Terre. Et puis en plus, en fait, on se trompe, donc on refait, etc. C'est souvent ce genre de choses. Et donc plus particulièrement moi, donc pendant bon, j'avais rédigé mon manuscrit. Donc en thèse, on rédige à la fin un manuscrit qui résume un petit peu nos travaux et on l'envoie à des relecteurs qui vont ensuite autoriser ou non la soutenance pour dire si la thèse permet de soutenir ou pas. Et donc bref, je rédige mon manuscrit, j'y mets beaucoup de cœur parce qu'en plus c'était pendant le Covid, donc j'avais le temps. J'y ai même mis des petites BD, des petites choses et tout. Et je l'envoie à mes relecteurs. Et puis 2 semaines après, il y a un de mes relecteurs qui me dit que il a trouvé un argument qui ne s'appliquait pas dans ma thèse et ça a invalidé un certain nombre de résultats. Donc là, grosse panique Ah ouais. parce que j'avais prévu quand même. Enfin, en général, quand on envoie notre manuscrit, on prévoit aussi la soutenance. Et donc effectivement là, en plus mes directeurs de thèse étaient mortifiés de pas avoir vu ce problème. Et effectivement, c'était un vrai problème. Du coup, j'annule ma soutenance, je la décale, puisqu'en plus il y a eu les vacances d'été, donc ça a décalé de longtemps. Et je regarde le problème pour essayer de voir si je peux réparer ma thèse, quoi. Et heureusement, donc avec des co-auteurs, en se creusant la tête, on a réussi à trouver une modification de l'argument qui s'applique. Ok. Et donc ça répare tout, Dieu merci. Donc bon, Ouais. 2 semaines de sueur froide, mais on s'en est sorti. Oui, parce que tu n'es pas sûr. En fait, c'est que tu as une hypothèse qui invalide, tu n'es pas sûr de pouvoir réparer. Je veux dire, peut-être que Ah oui, ouais, mathématiquement, il y avait du raisonnement et ça invalide toutes tes conclusions et t'es reparti pour refaire une thèse, quoi, quasiment. En fait, ouais, bon, du coup, j'aurais enlevé ces contributions-là. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais bon, Dieu merci, on a trouvé. ouais. On a trouvé une manière de reformuler cet argument-là. Et donc après, j'ai pu soutenir donc, à la rentrée. C'était sympa. Et puis surtout, le point positif, c'est que le relecteur qui avait trouvé cette erreur, il était un peu désolé, quoi. Et comme il a vu que j'avais réussi à trouver une solution et que je m'étais pas laissé démonter, il a été dithyrambique après C'est vrai. pendant la thèse et pendant les rapports. Donc ça, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est cool. Mais j'ai ce souvenir tu vois, bon, moi, j'ai fait une école d'ingé aussi et j'ai pas fait une thèse, mais tu sais, j'ai fait un stage de recherche. C'est 2 mois, donc c'est beaucoup plus court et tout, mais j'ai ce souvenir de transpirer à essayer de casser les maths. Tu sais, tu brute forces un peu le truc parce que tu sens que ça doit marcher, mais tu trouves pas et tu passes des nuits un peu difficiles à te creuser la tête. À la fin, si ça marche, t'es content, mais des fois, tu sais, je sais pas si t'as ce sentiment-là. Moi, j'ai des démonstrations pas très élégantes, tu vois. Je me dis, ça marche, mais c'était moche, quoi, tu vois. Mais bon, je vais plus Ouais. revenir dessus parce que ça avance. Donc ça me parle bien, en fait, ce truc que t'as dû vivre. Ouais, la thèse, c'est une succession de trucs comme ça. Après, tu peux trouver des arguments élégants et t'es super content, Ouais. des arguments géométriques qui se représentent dans l'espace. Là, c'est encore plus sympa. Donc moi, j'aimais bien ça. Puis globalement, ce que j'ai aimé, c'est aussi de pouvoir retranscrire un petit peu les choses compliquées qu'on avait dans la tête soit en papier avec tout écrit bien proprement ou alors dans le manuscrit de thèse. En fait, j'aime bien la transmission des Ok. choses.
Ok. Ouais. T'en fais un peu, bah là, tu fais sur le podcast déjà, c'est cool. Mais tu fais un truc que tu fais régulièrement. Ouais, j'essaye au maximum. Je fais donc, par exemple, pour les enfants, Al-Kindi, le concours Al-Kindi, je sais pas si tu connais? Hmm. C'est un concours pour les quatrième, troisième seconde. C'est un peu comme, je sais pas, le concours Kangourou à notre époque. Je sais même pas si Ouais, ça existe toujours. je sais pas, ouais. Mais voilà, c'est ce genre de truc où donc les collégiens sont devant un ordinateur avec des petits problèmes de crypto à résoudre, mais c'est très sympa. C'est avec des engrenages, avec des cadenas, avec des choses qui se glissent, une souris, un chat, des choses comme ça. Et ça permet de comprendre un peu les concepts de crypto. Et donc, bah, on est content parce que chaque année, il y a de plus en plus d'élèves qui font ce concours. Bah, c'est à la bonne volonté du prof de maths C'est les profs de qui maths qui met inscrivent, ça ouais, dans c'est comme le l'information. kangourou. Le Ouais, c'est kangourou, ça, il juste faut pour ceux qui inscrire. connaissent, ceux qui n'ont pas connu, c'était des concours des concours. Oui, c'est des concours de maths pour de, je sais pas, 6e, 5e, jusqu'à peut-être la seconde, Mmh. un truc comme ça. Où c'était Mmh. des problèmes de maths qui te sortaient un peu du cadre des maths que tu faisais Ouais, à c'est ça. l'époque. Et donc à la fin, les élèves sont, bah, il y a plusieurs tours et les finalistes sont invités à Paris avec leur prof de maths pour une journée sur la crypto avec une finale. En Ok. général, c'est super sympa, bonne ambiance. Bon, alors les élèves sont très stressés parce qu'ils veulent gagner, mais c'est sympa. Ouais. C'est normal. Après, c'est le principe du Ouais. concours. Mais bon, tu sors de là en ayant appris plein de trucs. Moi, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'est travail d'équipe parce que en finale, ils sont en équipe par lycée, Ah, avant, ils sont chacun de leur lycée ou côté. collège. Et- Ouais, premier tour, ils sont tout seuls. Deuxième tour, je crois qu'ils peuvent être à 2. Et après, c'est le prof de maths qui fait son équipe, quoi. D'accord, ok. Excellent. Et après aussi, je fais pour plus grands aussi, des challenges. Donc ça, c'était quand j'étais à l'Annecy. L'Annecy, ils organisent le France Cyber Security Challenge. Mhm. C'est pas que de la crypto, c'est de la cyber de manière générale. Et donc c'est ce qu'on appelle des captures de flag. C'est pour essayer de récupérer des drapeaux dans des problèmes de cyber de toutes sortes. Ouais. Et donc c'est pour les 15-25 ans. Et notamment, en fait, ça nous sert à sélectionner l'équipe de France de cybersécurité qu'on coach et qu'on emmène à la Coupe d'Europe de cybersécurité Trop bien. qui a lieu dans un pays d'Europe. Et alors, c'est super sympa, parce que c'est vraiment comme une équipe de France, Ouais. quoi. Ils ont le suite avec marqué France, Team France. Et ouais, c'est vraiment une super. Et Enfin, au ça leur niveau fait un européen, voyage. c'est toutes les agences de chaque État, c'est ça? C'est un truc. Ouais, bah, chaque pays organise la sélection comme il veut. Ok. Et après, bah, du coup, c'est organisé par, je crois, l'ENISA, qui est l'agence européenne de cyberdéfense, de cybersécurité. Et donc, il y a le European Cyber Security Challenge qui est Ok. organisé chaque Trop année. bien. Ouais, trop bien. T'en avais fait des challenges quand tu étais plus jeune, toi, comme ça? Ben non, Non? j'aurais bien aimé, je pense, mais voilà, je sais pas si je suis passée à côté ou si c'était pas assez accessible. Ouais. En tout cas, le FCSC n'existait pas. Mais Ok. ouais. Ouais, ouais, bah c'était. Non, moi, ça me parle un peu. Après, à l'époque, on n'appelait pas ça des CTF. Et moi, quand j'étais ado, quand j'avais 16 ans, je travaillais sur un site qui s'appelait Espionnette, tu vois. Et c'était Ah. exactement ça. Et on avait des challenges on avait des challenges de crypto, on avait des challenges de hacking, enfin, en ligne, tu vois, exactement. Bah, c'était du CTF, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était exactement ça. Mm. Fallait trouver l'injection SQL et ça te donnait un petit code et tu le rentrais quelque part et ça te faisait des points, etc. et tout. Donc c'est Mais très je cool. pense que ça m'aurait beaucoup plu. Ouais, ouais, c'est vrai Euh, que c'est. Je J'ai conseille, pas enfin, fait. les gens qui ont jamais fait, tu vois, s'ils sont un peu tech, c'est quand même très, très marrant. Mm. Et d'ailleurs, ceux de l'ANSSI, là, ils sont disponibles à tous. Tu t'as dit, c'est Ouais, ouais, 15-25. ouais. Bon, n'importe qui peut s'inscrire. Après, nous, on sélectionne l'équipe de France. Ils sont en dessous de 25 ans, mais n'importe qui peut essayer. Et puis, il y a une plateforme qui s'appelle Acropole qui permet de récupérer tous les challenges des années précédentes. Ouais, ah oui, je crois que j'avais regardé. Parce que je crois que enfin, tu t'installes le truc en local, c'est ça? C'est pas tout en ligne, je sais plus. Ouais. Ça dépend des challenges. Ça dépend du challenge, Il ouais. y en a, il y en a où il y a besoin de requêtes serveur, mais ça dépend. Ok. Non, trop cool. Bah, je mettrai les liens parce que j'invite les gens à aller regarder. C'est vraiment fun. Ok. Mhm. Euh, Mélissa, si je te demande une opinion tranchée sur un sujet, qu'est-ce que tu Alors, en du coup, penses? moi, mon opinion tranchée, c'est sur
les débats sur la place des femmes en sciences. Donc c'est vrai que c'est un monde très masculin, malheureusement. J'ai vu le nombre de femmes un petit peu décroître en fonction de mon avancement dans les études. Ouais, ouais. J'étais on était peu nombreuses en prépa, puis après en école d'ingé, c'était dans les 20%. Et bon, bah, pendant mon master de recherche, ça se comptait sur les doigts d'une main, quoi. Même en crypto, moi j'étais toute seule. Du coup, pas pratique parce que souvent, tu peux sécher les cours, quand tu reviens, bah, les profs, ils vous ont bien vu que t'étais pas là. C'était là: «Ah oui, mais vous madame, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'étiez pas là au cours d'avant». Ah. Il se rappelle. Mais donc voilà, et en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que souvent, les gens ont tendance à se renvoyer la balle. Donc nous, on dit dans notre secteur, on dit: «Ah, il y a pas beaucoup de femmes», mais c'est parce que les écoles d'ingé, ils ont pas beaucoup de femmes dans leur promo. Forcément, il y en a pas beaucoup qui postulent. En école d'ingé, ils disent: «Bah oui, mais c'est parce qu'en prépa, il y a pas beaucoup de femmes». Et en prépa, ils disent: «Mais oui, mais les filles sont conditionnées à ne pas aller pendant le lycée», et cetera, et cetera. Et en fait, on n'en finit pas, et du coup, personne n'agit. Ouais, ouais. Et donc moi, je suis vraiment pour agir chacun à son niveau, pour essayer de faire évoluer les choses. Et donc, par exemple, la discrimination positive, je sais que c'est un sujet clivant, mais pour autant, je pense que ça peut être un bon levier. Bah, c'est sûr que transitoirement, bon, ça peut avoir des mauvais impacts, puisque bah, à la fois, à dossier égal, si une femme est prise, bah, ça fait une place de moins pour un homme. Et puis les femmes qui sont prises, bah, je connais aucune femme dans mon domaine qui ne se soit jamais dit est-ce que c'est parce que Mmh. je suis une femme ou c'est parce que je suis compétente que je suis là. Toutes les femmes dans mon domaine se sont posées cette question. Donc, forcément, c'est pas terrible transitoirement, mais je pense vraiment que ça peut amener à un monde un peu plus égalitaire. Mmh. Oui, parce qu'à terme, Une c'est chance. un cercle vertueux dans le sens où le plus C'est important, c'est ça, d'avoir ouais. des images, en fait, d'avoir des J'ai l'impression que plus on est représenté dans les milieux tech, plus ça va diminuer le sentiment de l'imposteur, et puis plus ça va motiver les jeunes filles. Enfin, pas se motiver, mais dire bah c'est normal, quoi. oui, c'est ça. Si j'ai envie de faire ça, je peux le faire. Ouais, ouais. Et plus on arrivera au 50-50. Enfin, la mixité, j'ai rien contre mes collègues, mais la mixité au travail, ça bénéficie à tout le monde, hommes comme femmes. Je connais Ouais. peu de monde qui se disent: «Ah bah, je préfère travailler dans un monde exclusivement masculin». Enfin, voilà. Donc Non, et puis bon, surtout, faut pas trop me lancer là-dessus. non, mais ce qui est le plus, je pense, un peu dommage, c'est les portes, tu vois? Que ce soit les hommes ou les femmes, les portes que les gens se ferment parce qu'il y a pas de Oui, représentation ou parce qu'il y a des préconceptions, des préjugés, et en fait, tu peux être malheureux toute ta vie parce que tu t'es fermé la porte qui, en fait, t'aurait épanoui. Heu, ouais, alors que c'est voilà. pas à nous de nous fermer les portes. Bah, non, je suis C'est d'accord. déjà assez compliqué comme ça. C'est clair. Non, mais Donc sujet ouais. vaste, je suis d'accord, discrimination positive, compliqué. Après, un truc que je trouve marrant, c'est que, bien sûr, on peut dire, tu vois, la discrimination positive, elle désavantage quelqu'un. Mais Mmh. la réalité, c'est que si tu réfléchis 2 secondes, en fait, des inégalités, il y en a déjà plein. Et la discrimination positive, souvent, elle vient désavantager ceux qui ont bénéficié de beaucoup d'autres avantages dont ils se rendent pas compte, tu vois, tout au long de leur vie, et de voilà, parce que bah, il y a plein de choses qui sont faites pour certaines catégories de personnes sans que l'on s'en rende compte, tu vois. Ouais, Donc mais c'est pas forcément facile à admettre ça, je non, je comprends. suis d'accord. Je suis d'accord. Non, parce que c'est la norme. T'as l'impression que c'est la norme, et t'as Mmh. l'impression que ça a toujours été comme ça, etc. Et puis tu te dis pourquoi moi, alors que ceux d'avant, ils étaient bien contents, ils en ont bénéficié. Bon, voilà. Faudra commencer quelque part, quoi. Ouais, donc c'est pour ça aussi que j'essaie au maximum de mettre une tête féminine sur un domaine aussi technique. Bah ouais, c'est cool. C'est très cool. Et alors maintenant, à part ce sujet-là, qui, je pense, doit t'énerver très fort, légitimement, est-ce qu'il y a un autre truc qui t'énerve beaucoup? Bah, qui m'énerve, pas forcément, mais l'amalgame entre cryptographie et crypto-monnaie. Alors, pour la Ouais. défense des gens, c'est vrai qu'il y a crypto dans les 2 mots, et que si on connaît pas les définitions, bah, ça peut porter à confusion, quoi. Mais voilà, la cryptographie, c'est une science qui date d'il y a longtemps, qui est vaste, avec énormément d'applications. Donc les crypto-monnaies en sont une, mais la crypto-monnaie, ça n'est pas toute la cryptographie. Et bon, bah, du coup, je me demande vraiment pourquoi crypto-monnaie est appelée crypto-monnaie, parce que crypto, bah, je pense que c'est en référence aux algorithmes de cryptographie qu'il y a à l'intérieur, mais c'est que quelques Oui. parties. Et monnaie, c'est pas tellement une monnaie pour moi, c'est plus, je sais pas, une manière de tracer des actifs ou quelque chose comme ça. Donc voilà, souvent on a en crypto, on a des stickers qu'on colle sur nos ordis avec marqué crypto means cryptographie. Parce que sinon, on vient nous demander dans quelle crypto-monnaie investir. Et Ouais. bah, Bah moi, oui, je bah veux oui, bien on te parler pose la des réseaux question. euclidiens, mais
des crypto-monnaies, donc je sais pas. Mais c'est vrai que historiquement, ça a remplacé. Ça, moi qui ai fait un peu de crypto ado, crypto, on disait crypto pour la cryptographie, et maintenant on dit crypto pour la crypto-monnaie. Clairement, ça a Bah remplacé. oui, oui, nous on a une grande conférence qui s'appelle, tout simplement crypto, et maintenant quand on la cherche sur Google, on tombe pas du tout dessus. Ça brasse, je sais pas, 500 partout. Ouais, la cryptographie ne fait pas gagner assez d'argent aux gens, et du coup, ils ont préféré une crypto-monnaie. Voilà. Bon. Mmh. Et bah cool, on arrive un peu au bout. C'était hyper intéressant. J'ai une dernière question pour toi quand même. Mélissa, est-ce que tu as une croyance irrationnelle? Alors oui, bon, c'est un petit peu un clin d'œil, mais donc en crypto, on a ce qu'on appelle le paradoxe des anniversaires. Donc c'est un paradoxe. Par exemple, si on prend une classe d'une vingtaine d'élèves, bah, il y a une probabilité, plus d'un demi, enfin, il y a plus de 50% de chances qu'il y ait 2 élèves qui partagent la même date d'anniversaire. C'est Et ouf ça. donc ça, C'est pas c'est un intuitif. paradoxe parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on se dit pas forcément ça. En général, on se prend soit comme repère et on se dit c'est rare d'avoir le même anniversaire que moi. Mais en fait, il faut voir ça un peu dans une classe où on prend 2 personnes aléatoirement. Bref. Et moi, du coup, j'ai ma version qui est totalement superstitieuse, qui n'a rien à voir avec les maths. Mais s'il y a une date importante, genre une deadline ou une soutenance, qui tombe le jour de l'anniversaire de quelqu'un que j'aime bien, bah, je me dis que ça porte bonheur. Donc, mis à part l'énorme biais de confirmation, ça marche super bien. Bah, surtout, oui, du coup, puisque tu connais plus de 20 personnes, tu as plus d'une chance sur deux que ça. C'est ça. Non, mais c'est Mais pas alors, mal. c'est proportionnel à si j'aime bien la personne. Ah, d'accord, ok. Donc, effectivement, ça peut être plus difficile. Ouais, ok. Si ça tombe sur l'anniversaire de quelqu'un que tu aimes pas du tout, là, c'est que ça va pas bien se passer, c'est ça? Ah là, mauvais Ah. karma, là. Bon, bah, tu retiens peut-être pas leurs anniversaires, j'imagine. C'est Excellent. Écoute, bah, merci pour ce partage. J'étais vraiment très content de faire un épisode avec toi là sur ce sujet qui Merci à me toi. plaît beaucoup. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Oui, bon alors du coup, bah, je suis contente d'avoir partagé un petit peu, le monde de la crypto, avec, bah, les auditeurs. La crypto, c'est vraiment capital, pour faire avancer la tech. La tech ne peut pas avancer, sans la crypto, et on a vraiment besoin de monde. Il y a beaucoup de place, pour, des étudiants, donc surtout, voilà, il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'enjeux, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas dans ce monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans, hommes comme femmes, on se fera un plaisir de vous accueillir. Eh ben, écoute, trop cool. Je mettrai plein de liens que tu me donneras pour que les gens sachent où aller dans la description de l'épisode. Bon, ben, trop bien. Merci encore, Mélissa. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut. Ciao. À la fin de l'épisode, on a parlé des CTF, ces fameux challenges de hacking. Si ce sujet vous intéresse, il y a quelques mois, j'ai interviewé le champion du monde de hacking. Il est français, il a 23 ans, il s'appelle Ronnie Carta.